Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver sur Uppercut pour une nouvelle interview. Uppercut continue de vous informer, de vous raconter des histoires sur le MMA et d'aller à la rencontre des athlètes qui composent ce sport. Et on est aujourd'hui avec Wissem Armouche. Wissem, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va nickel. Tranquille. Comment tu vas cette préparation et ce combat? On va en parler évidemment face à Jordan Zebo le 16 mai prochain à l'Ares, à l'Adidas Arena. Gros rendez-vous à ne pas manquer. Comment tu te sens? Exactement, bah écoute, je me sens très bien. On est à 3 semaines du combat et tout va pour le mieux. Alors pour te présenter, Wissem, toi tu es combattant franco-marocain. Tu commences le MMA professionnel en 2019 avec une victoire. Comment tu tombes dans ce sport? En fait, ça faisait super longtemps déjà que je suivais le MMA. Donc il faut savoir qu'on arrivait nous très tôt dans le grappling. À l'époque, c'était pas encore vraiment bien développé en France. On a commencé dans les années 2008-2009 à Grigny, donc dans le grand club du Vic Fight. Okay. Donc c'est là où on a fait nos débuts, on a fait pas mal de compétitions, une cinquantaine de compétitions en grappling. Et on est tombé amoureux de ce sport et peu à peu ça a commencé à se démocratiser en France, par le pancras notamment. Donc j'ai commencé à suivre. Par contre à cette époque-là je ne savais pas encore boxer, donc j'avais juste des capacités en lutte et au sol. Donc petit à petit ça a commencé à m'intéresser, j'ai vu qu'il commençait à avoir beaucoup de lumière et aussi d'argent, ça payait un peu mieux le MMA que le grappling. Ça payait mal le grappling? Ça payait pas du tout. Ça payait pas du tout. On payait pour combattre, on allait en compète, on payait notre cotisation, on payait notre licence et on combattait gratuitement et on était content. Mais de beaux souvenirs, tu gardes quand même du... Ouais, franchement de très beaux souvenirs. Ouais. C'était une très très belle époque. Et donc tu fais ton premier combat professionnel en 2019. Quel souvenir t'as de ce premier combat? C'était une victoire, je me rappelle beaucoup de stress. Je suis parti à l'époque, je savais toujours pas boxer. Je suis parti avec mon bagage en lutte et au sol. Je me rappelle, je prends un premier jab qui me fait tourner la tête. Ah oui, ok. Du coup, je rentre à 5 km de mon adversaire dans ses jambes. J'ai mis ma vie. Okay. Et puis j'ai réussi à le soumettre et ça s'est bien passé. Et puis après, on a enchaîné la suite. Et justement, la suite, à partir de là, t'enchaînes les victoires jusqu'en 2022 et tu subis ta première défaite, la seule de ta carrière, face à Félix Klinkhammer. Est-ce que tu peux nous raconter les souvenirs que tu as, enfin tout ce trajet là que tu as eu entre ta première victoire et 2022, cette défaite? Ouais, bah en fait, donc, comme tu as dit, il y a eu beaucoup de combats ensuite avant cette défaite. Donc je faisais mon petit parcours tranquille, je montais tout doucement et tout. Ensuite, je fais mon premier combat à Arès, je gagne, j'arrive en short notice, je soumets mon adversaire, je fais du bruit dans le milieu un peu du MMA. Combat en short notice? Ouais, ça en short notice. Ouais. On m'appelle une semaine avant le combat. Ok. Que moi je suis entraîné toute l'année, je suis content, tac tac, Arès, ça vient d'arriver, grosse organisation, beaucoup de mise en lumière. Donc je suis archi content, je prends l'opportunité, j'y vais, je gagne, je finis mon adversaire au deuxième round. Et du coup, on me repropose à ce moment-là un combat, mais durant le mois de Ramadan. Ok. Donc j'hésite. Et après, je dis écoute, vas-y, je vais pas passer à côté de cette occasion. Contre Félix Klinkhammer, à l'époque, je le connaissais pas. Du coup, voilà, j'arrive au combat en jeûnant. Et puis voilà, hein, j'ai eu ma première défaite et ça m'a fait comprendre beaucoup de choses et ça m'a permis de prendre de l'expérience aussi. Alors pour comprendre justement, c'est parce que c'est totalement fou ce que tu nous dis, tu acceptes un combat alors que tu jeûnes finalement. Exactement. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées à partir de là? Bah, écoute, franchement, déjà ce combat-là, je ne sais pas comment j'ai fait pour le faire, même le poids. Donc j'arrive, j'ai fait 48 heures de jeûne, donc 48 heures sans manger, sans boire. Ah oui. Ouais, parce qu'en fait, je commence mon cutting le mercredi soir. Jeudi, j'arrive, je suis peut-être à 2-3 kilos au-dessus encore. Donc le soir, c'est le cutting. Jeudi soir, c'est le cutting. Le vendredi matin, c'est la pesée. Donc le jeudi, depuis le mercredi soir, je ne mange rien. Rien du tout? Rien du tout. Jusqu'au jeudi soir. Le jeudi soir, je fais mon cutting. Je perds 5-6 kilos en cutting. Donc j'arrive le matin, je suis prêt pour la pesée à 9h du matin. Je me pèse, je suis au poids. Et là, je jeûne jusqu'au soir. Je coupe mon jeûne et c'est là que je me réhydrate et je remange. À quel moment du coup tu coupes ton jeûne? Je me rappelle, c'était il y a 3 ans, c'était aux alentours de 21h, 21h30. C'était super tard. Très tard. Ouais. Très tard. C'était super tard, je me rappelle, j'étais comme ça. Même ma mère, elle m'a vu, elle m'a dit tu peux pas combattre comme ça, tu vois. Elle m'a dit c'est dangereux. Et finalement tu y es allé? Et puis j'y suis allé quand même. Ouais. Je suis à 76 kilos la veille, je me réhydrate, je mange. Je fais limite une nuit blanche pour pouvoir récupérer un maximum, manger un maximum, me réhydrater un maximum. Je me couche super tard. Et je dors jusqu'à midi et le lendemain, le soir, c'est le combat. Pour les personnes qui nous regardent, c'est complètement fou hein, ce qu'a réalisé Wissem. Ouais. L'importance de l'entourage aussi. Que te disent tes coachs, enfin ton entourage, les personnes qui sont à côté de toi au quotidien? La vérité, tous mes coachs, mon entourage, ils m'ont dit de ne pas le faire pendant le Ramadan. Donc ils m'ont tous dit ça. Et en fait, tu sais, quand tu enchaînes les victoires, tu enchaînes les combats, tu as un peu de hype, etc., tu te dis non, je le fais.
malgré que mes coachs m'ont dit de refuser. Donc j'ai voulu quand même accepter, je me suis dit que c'était bon. En plus, en face, j'avais un client. Donc le jour du combat, il faisait presque 10 kilos de plus que moi. J'arrive à l'échauffement à 21h, je suis en common event, juste avant Taylor Lapillus, je me rappelle. Donc je suis là, je commence à m'échauffer. C'est l'heure de couper, je mange. Je coupe avec une petite date, un petit truc comme ça. Et je commence le PAO, l'échauffement. Et là, je vais aux toilettes, je vomis complètement. Je me pèse avant le combat pour savoir combien. Je vois, je suis à 76 kilos. Donc Oui. le jour du combat, je vais combattre là dans 15 minutes, je suis à 176 kilos alors que finalement je suis censé être à 85. C'est pas normal. Donc j'étais vraiment très très mal réglé. Et vas-y, je monte. Je monte et puis voilà, je me fais soumettre. Après, j'ai senti la différence de poids, la différence de puissance, il était fort. Et bon, après, derrière, il a pris la ceinture aussi. Est-ce que toi, si on revient 3 ans en arrière, est-ce que tu reprendrais ce combat? Est-ce que c'est une décision que tu... Franchement, c'est une erreur de management. C'est un adversaire qui est tombé au mauvais moment. Par exemple, il serait tombé au jour d'aujourd'hui, ça aurait été différent. Avec toute l'expérience que j'ai maintenant, le bagage que j'ai, que ce soit en boxe, en lutte et au sol, mon jeu il a encore changé. Là, ça aurait pas été le même combat. Mais à l'époque où je l'ai pris, j'avais pas les armes et j'avais pas l'état pour le combattre. Je comprends. Ouais. Une revanche, pourquoi pas? Bah écoutez, si mon combat il se passe bien et que je dois combattre pour la ceinture et qu'il y a la ceinture, bien sûr, pourquoi pas une revanche? On va avancer dans le temps. Après ce combat, tu renoues avec la victoire. Ça se passe mieux pour toi. Exactement. Et on arrive à cette date du 16 mai 2025, le 16 mai qui arrive. Tu vas affronter Jordan Zebo en co-main event du retour de Baki à la Rest 30. Est-ce qu'on peut dire que ce combat, c'est le plus important de ta carrière? C'est le plus grand tremplin, on va dire, de ma carrière, vu que c'est un combat qui va me permettre d'arriver au titre. Mais je dirais pas que c'est le combat le plus important de ma carrière. Ok. Donc, c'est juste un tremplin, mais je pense que le meilleur reste à venir. Et par rapport à Jordan Zebo, le grand public l'a connu avec cette défaite, j'allais dire victoire, Ouais. face à Cédric Doumbé. Toi, qu'est-ce que tu connais de lui? Quelle est ta relation avec lui? Est-ce que tu as déjà pu t'entraîner avec lui ou pas? Ouais, Jordan Zebo, je me suis entraîné pas mal de temps avec lui, parce qu'à l'époque, je m'entraînais aussi au Factory. Donc il me connaît, je le connais. Je connais un peu ses points forts, ses points faibles. Mais bon, entre-temps, il y a eu du temps qui est passé, il y a peut-être eu une année. Donc du coup, il y a eu beaucoup de changements. Je pense que lui, il a déjà pu le voir sur mon dernier combat. Et justement, comment étaient vos sessions entre vous deux, vos sessions de sparring qui étaient dominant, si je puis dire? Franchement, Vu ton sourire. ceux qui étaient là pourront vous le dire. Moi, je ne vais pas parler, je ne vais rien dire. Mais en tout cas, voilà, après l'entraînement, c'est l'entraînement. Le combat, c'est le combat. Tu vois. Après, voilà, c'est pas non plus... Jordan, c'est quand même un vaillant. Et je sais qu'en combat, il est encore plus dur qu'à l'entraînement. Donc voilà, mais en tout cas, je sais que ça se passait très bien avec lui à l'entraînement. Et je l'ai quand même aussi utilisé pour des sparring pour moi, pour mes combats. Donc voilà, il m'a aussi aidé dans mes prépas. Donc voilà. Je voulais parler du trash talk. Cédric Doumbé, il l'avait utilisé face à Jordan Zebo, ça l'avait déstabilisé. Est-ce que toi, tu vas utiliser entre guillemets la même technique que Cédric Doumbé face à Jordan Zebo? Non. Bon, déjà, comme tu as dit, Cédric Doumbé, il a vraiment utilisé beaucoup de trash talk contre lui. Après, c'est sa personnalité, il est comme ça. Moi, j'ai pas du tout la même personnalité que Cédric Doumbé. Et puis, si j'utilise du trash talk, ça va être du trash talk gentil, tu vois, bon ami, tu vois. Mais sinon, j'ai pas besoin de trash talk. Non. Juste après ton combat, Baki face à Thiago Lima. Baki, c'est quelqu'un que tu connais très très bien, avec qui tu t'entraînes. C'est quoi ta relation avec lui? Ouais. Et écoute, Baki, c'est un partenaire d'entraînement, c'est un frère, c'est un ami. Je le connais très bien. Je me suis beaucoup entraîné avec lui. Et voilà, hein, c'est vraiment un ami intime. Toi qui dis que tu es son ami intime, tu le vois aller où dans sa carrière? Baki, franchement, s'il fait les bons choix de carrière, il pourra aller très loin. Il pourra aller même titiller le top 15 de l'UFC. Ouais. Parce que Baki, c'est quelqu'un qui est très jeune. C'est quelqu'un c'est un travailleur acharné. C'est quelqu'un qui a une force et une explosivité hors du commun. En tout cas, beaucoup plus au-dessus que la majorité des gens de son âge. Et c'est quelqu'un qui est sérieux, assidu, donc je pense qu'il va aller très loin. Pour revenir à l'ARES et l'organisation, toi tu y es depuis le début, depuis l'ARES 2. Ouais. Est-ce que tu as eu des propositions au fil du temps? Ouais, j'ai eu des propositions en fait directement par le PFL, PFL MENA. Ok. Donc, après mon combat qui est passé au mois de novembre, j'étais directement contacté par les dirigeants sur Instagram. Le truc c'est que je suis encore en contrat avec Ares, donc pour l'instant je suis concentré sur Ares.
Et ensuite, j'ai eu pas mal aussi de demandes de combats sur des organisations par des managers. Mais pour l'instant, je suis en contrat, c'est pareil, donc je lui prête pas encore attention. Après, en France, moi, j'ai commencé à Arès. Pour l'instant, je suis à Arès. Pour moi, c'est la meilleure organisation en France. Et c'est une très très grande organisation aussi européenne. Donc pour moi, après, si je quitte Arès, c'est pour aller chercher quelque chose au-dessus, tu vois. Et voilà, ils nous ont toujours super bien traités. Et puis, non, franchement, quand tu combats à Arès, t'es bien reçu, faut dire la vérité. Je voulais parler aussi de tes perspectives. On a parlé des propositions. Toi, tu as 32 ans. Est-ce que pour toi, l'UFC, c'est l'objectif ultime ou pas? Non, pour moi, l'UFC, c'est pas l'objectif ultime. Ça pourrait être un très bon objectif quand tu es jeune. Moi, comme tu as dit, aujourd'hui, j'ai 32 ans. Je suis dans la force de mon âge. J'ai encore pas mal de temps devant moi. C'est dans la tête, de toute façon, après. J'ai commencé plus tard que les autres, on va dire. J'ai commencé le MMA à 27, 28. Donc, je suis encore frais. C'est pas comme si j'avais commencé à 18 ans, 19 ans, j'avais 40 combats dans les pattes. Donc là, je peux te dire que je suis proche de la retraite. Non, là, je suis encore frais. Je suis dans la force de mon âge. Je suis encore une très, très grande marge de progression devant moi. Et je peux encore aller loin, mais mon but, moi, c'est pas l'UFC. Je suis, comme je t'ai dit, à mon âge, je vais plutôt chercher à faire de l'argent, à essayer d'être mis en lumière, essayer de construire un avenir après MMA, tu vois. Donc mettre un maximum d'argent de côté. C'est assez réaliste en fait. Exactement, je suis réaliste. Parce que là, si je vais à l'UFC demain, on va dire que j'ai la chance d'y aller. Mais après, j'y vais aller pour faire quoi? Pour le mettre dans mon CV, c'est bien. Mais si tu vas à l'UFC et que tu veux te confronter aux meilleurs, il faut que tu ailles dans le top 10, top 15. Ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de sacrifices, peut-être des voyages, de l'absence. Moi, aujourd'hui, j'ai une famille. Mais vraiment, quand tu arrives à un certain âge, tu vas chercher ce que tu as le plus besoin. C'est presque un bourbier en fait pour toi, toute cette histoire. Ouais, franchement, ouais. Franchement, si je peux y aller, franchement, je te dis la vérité, j'irai pour dire que j'ai été. Mais je me verrais pas faire une carrière à l'UFC. Justement, toi, tu as connu l'avant de légalisation du MMA. Comment tu as vu ce sport évoluer? Tu es entré à l'ARES en 2021, au moment de la légalisation. Le sport se développe à une vitesse énorme. Comment tu la vois, cette évolution? Franchement, moi, je la vois au niveau des organisations déjà. Il y a de plus en plus d'organisations. Ça pousse de partout. Il y a de plus en plus de médias MMA. Avant, il n'y en avait pas beaucoup. Il y a de plus en plus de marques, de sponsors. Avant, il n'y en avait pas non plus. Il y a il y a de plus en plus d'entreprises qui s'intéressent au MMA, alors qu'avant, personne ne regardait le MMA. Et voilà, franchement, quand tu regardes à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'organisations. Tu en avais peut-être une. Et encore, c'était du pancrace. Ouais. Sinon, les gens, ils devaient faire de la route. Même pour du grappling, on faisait de la route. On devait prendre nos voitures, partir, faire des péages, etc. Alors qu'aujourd'hui, tu as tout à côté de chez toi, tu as un staff, tu as des préparateurs physiques, tu as des coachs de grappling compétents, tu as des coachs de MMA. Il y a vraiment une vision différente. Et la France, franchement, au terme du MMA, de préparation, etc., ils ont vraiment fait un bond. Et voilà, il n'y avait pas tout ça avant. Avant, les gens, ils faisaient même pas de préparation physique quand ils allaient combattre. Tu vois, un mec, il pouvait faire que de la boxe. Il pouvait ne pas faire de sol et aller faire un combat de MMA. Et tu penses que tout ça va évoluer dans le bon sens ou pas? Au niveau des infrastructures qui sont proposées pour les combattants de MMA? En France, ouais, franchement, ça va évoluer dans le bon sens. Maintenant, tu vas même dans les fitness parks, il y a des cages, tu as des préparateurs physiques. Et là, ça va dans le bon sens. Le fait que le MMA maintenant il soit bien médiatisé, ça crée déjà beaucoup plus d'emplois. Les gens ils se mettent plus dans le sport, dans la préparation, ils s'intéressent à ce sport. Tu vois de plus en plus de coachs, tu vois de plus en plus de personnes qui ouvrent leur salle. Et tu vois aussi beaucoup plus de prodiges, de combattants à 15-16 ans qui ont déjà un très très gros niveau. Il y a un gros roster en France qui arrive, donc, bah oui. Donc ça prouve aussi l'essor du MMA. C'est pour ça, tu verras d'ici 5-10 ans, on va dire, tu verras beaucoup de Français à l'UFC. Parce que c'est des Français. Je pense qu'il y en aura beaucoup plus. Ouais, il y en aura beaucoup plus parce que c'est 9 maintenant. Là, c'est des enfants qui sont déjà en train de s'entraîner en MMA. Ils ont déjà 10, 11, 12 ans dans des grandes salles en France. Arrivé à 17, 18, tu sais, il y en a toujours 2-3 qui sortent du lot. Il y en aura toujours 2-3 qui iront soit à l'UFC, soit au PFL, soit, tu vois. Tu penses qu'il y a des projets Mbappé, entre guillemets, dans le MMA? Ouais, bien sûr, ouais, il y en a plein. Quand tu regardes les IMAF, etc., tu vois beaucoup de projets Mbappé, comme tu dis, que ce soit dans l'équipe de France, en Belgique. Vraiment, les mecs, les petits, c'est des monstres, ils savent tout faire. Et je voulais parler aussi de ton entourage. Toi, tu es très bien entouré. Baki, Benoît Saint-Denis, Nassourdine Imavov, vous avez une superbe team. Est-ce que c'est vraiment le game changer d'accéder à l'expertise de Nicolas Haute?
Ouais, en fait, Nicolas, c'est quelqu'un déjà que je m'entraîne avec lui depuis longtemps. Faut savoir, Nicolas, je le connais depuis que j'ai 16-17 ans. Ah oui, ok. Ouais. Il s'entraînait avec moi. C'était pas encore un coach. C'était mon partenaire d'entraînement à cette époque. On en apprend des choses. Ouais, ouais, il s'entraînait avec nous à Grigny. Donc avec Mehdi aussi, que tu vois ici, Mehdi Bedjaoui. Yes, qu'on salue, qui est Voilà. derrière la cam. Et voilà, avec toute l'équipe du Grigny qu'on s'entraînait, on avait une super bonne équipe. Après, voilà, Nico, il a toujours été dans la prépa physique, dans la recherche de connaissances, que ce soit MMA, etc. Il est parti, il a fait ses trucs, etc. Ensuite, voilà, il a fait son parcours. Et aujourd'hui, il est arrivé là où il est. Et du coup, je l'ai retrouvé en fait. C'est comme si je l'avais retrouvé. Et quand j'étais au Factory, en vrai, je faisais que les sparring moi là-bas. Je m'entraînais pas toute la semaine. Je faisais peut-être 2 jours par semaine. Je faisais les sparring et à côté, je m'entraînais toujours avec Nico, avec mon équipe, tu vois. On s'entraînait toujours à côté ensemble. Et on va dire, c'est que depuis 1 an et demi là, que vraiment je suis à 100% avec Nico au Mamoudi Gym, tu vois. Est-ce qu'au moment où tu as rencontré Nico, il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, tu savais qu'il allait devenir ce qu'il est aujourd'hui? Non, je pouvais pas me projeter sur ça en fait. Ok. En fait, quand je l'ai connu il y a une dizaine d'années, c'était pas un coach, hein, il était vraiment dans le combat, hein, Nico. Il était doué, je me rappelle à l'époque, il était à fond dans le combat, il était sérieux, tu vois. Et c'était un combattant. Donc je savais même pas qu'il allait devenir coach, tu vois. Mais il avait peut-être cette passion peut-être pour Il avait, la ouais, parce performance, qu'en fait, il était déjà dans la préparation physique, il faisait déjà ses études, il cherchait la performance, je me rappelais, il venait, il nous prenait en modèle et tout pour des vidéos. Donc il était déjà en train de développer ces choses-là, Nico. Il essaie d'être déjà dans le futur, tu vois. Donc voilà. Et comment ça se passe avec lui, les entraînements, avec tous ces athlètes qu'il y a lors des sparring ou quoi? Comment ça se passe avec eux? Comment tu t'entends avec eux? Bah, on s'entend super bien. Déjà, on a un groupe avec des athlètes plus ou moins de haut niveau. On a nos sparring, par exemple, début de semaine. On a nos sparring adaptés, donc par rapport à nos catégories de poids et par rapport à nos adversaires. Et ensuite, le reste de la semaine, c'est très méthodique. Et en fonction de ce qui va pas, on travaille dessus. C'est un rythme assez élevé. Ouais, c'est un rythme intense. C'est très intense. Il n'y a que quand on arrive à l'entraînement du vendredi, fin de semaine, que là, on commence à calmer. Vu que c'est la fin de semaine, on a emmagasiné beaucoup d'entraînements, on est tous plus ou moins fatigués. Et là, du coup, on travaille sur de la technique. Il y a Baki qui disait que à côté, on peut rigoler, mais quand c'est l'entraînement, on rigole pas. Ouais. C'est vraiment comme ça? Ouais, c'est ça, exactement. On arrive à partir du moment où l'entraînement commence, plus personne parle. On est tous à fond dans l'entraînement, c'est sérieux, faut être attentif, faut être. Voilà. Wissem, toi, tu es français d'origine marocaine et tu exposes assez souvent tes origines. Quelle relation tu as avec le Maroc? Bah, le Maroc, c'est comme tu as dit, c'est mon pays d'origine. C'est là où il y a toute ma famille. C'est ma patrie, c'est mon pays de cœur. Beaucoup de Marocains qui me suivent, beaucoup de gens du Maroc qui m'envoient beaucoup de force, beaucoup de soutien, que ce soit des combattants, que ce soit des fans. Et quand je vais là-bas, je suis toujours bien reçu. Il y en a même qui me reconnaissent des fois. Et voilà, c'est mon pays, je l'aime quoi. En tout cas, Marocains, Marocaines, vous savez qui supporter le 16 mai prochain à l'Adidas Arena. Ouais. Et pour te connaître un peu plus, Wissem, toi, qu'est-ce qui te passionne à part les sports de combat? On a souvent l'image des combattants qui s'entraînent jour et nuit, mais vous êtes des êtres humains aussi, vous avez aussi des passions, j'imagine. Ouais. Est-ce que toi, enfin, comment t'occupes tes journées Déjà, j'aime bien des fois faire d'autres sports, tu vois, faire du foot, faire du ski quand c'est l'hiver. Ah, t'es sportif avant tout quand même. Ouais, je suis sportif déjà. Ensuite, j'aime bien la nature, j'aime bien voyager, les voyages. Les voyages, c'est le plus important pour moi déjà. Ensuite, sinon, au-delà de ça, tu sais, quand tu fais que du MMA, des fois, au bout d'un moment, tu as une overdose, tu vois. Moi, j'aime bien des fois voir d'autres choses, faire un autre sport, m'entraîner avec d'autres personnes complètement différentes, qui en ont rien à foutre du MMA, rien à foutre de la boxe, tu vois. Tu vois, c'est une autre mentalité. Ça permet aussi de, voilà, tu vois, ça permet de. Voilà. Du cadre. Tu sais, des fois, t'en as marre. Tu sais, les gens, t'as l'impression, ils t'ont mis une carte MMA. Dès qu'on te voit, on veut te parler de boxe. Tu vois ce que je veux dire? Je vais au resto, je vais manger. Alors ton combat, alors si. C'est bon, j'ai pas envie de parler de ça en fait, tu vois. Je fais ça déjà toute la semaine. Donc, ouais, j'aime bien changer d'air, tu vois, avec des personnes qui. Tu vois, avec d'autres personnes aussi, des fois, ça fait du bien aussi. Tu vois, déjà, avec notre tête, on est cramé. Les oreilles, le nez, le truc. Dès que je marche dans la rue, ah, tu fais de la boxe, hein? Ah, regarde, tu fais de la boxe. Tu vois, déjà. Ouais, je fais de la boxe, ouais, truc. Après, voilà, moi j'aime bien aussi le monde de l'entreprise, j'aime bien l'entrepreneuriat, j'aime bien les business, tu vois. J'ai une société à côté,
Tu vois, comme je te disais tout à l'heure, une carrière, c'est court. Tu peux pas rester que sur ça. Il faut te cultiver, faut faire des formations à côté, des choses qui vont te servir après le MMA aussi, tu vois. En fait, faut savoir faire plein de choses. Tu peux pas savoir faire que de la boxe. Tu vois, avant tout, on est des hommes. Tu vois, on est des humains, on est des hommes. Un homme, ça doit savoir gérer un business, ça doit savoir monter un meuble, ça doit savoir faire des choses, tu vois. Si tu sais que boxer et que après tu peux rien faire d'autre de ta vie, tu arrives à 38 ans, tu es rouillé, tu vois ce que je veux dire, ta carrière elle est passée, ça y est. T'as plus rien, quoi. Je comprends. Toi, tu es assez discret. On ne te voit pas souvent dans les médias. Est-ce que tu penses que le MMA, c'est finalement un sport de l'ombre et tu dois te résilier à finalement être sous les radars, entre guillemets? Le problème du MMA, c'est que les gens commencent à parler de toi quand vraiment tu performes, tu vois. Ou quand tu bats vraiment quelqu'un, tu vois. C'est là que tous les médias ils viennent, etc. Tu vois. Je me rappelle quand je combattais à RS2, quand le RS il venait d'arriver, que j'avais fait une très belle performance. Je me rappelle que j'avais plein de médias qui venaient, qui me partageaient, qui cherchaient à faire des interviews, tu vois. Entre-temps, il y a eu beaucoup d'autres stars qui sont montées, d'autres prodiges. Ils s'intéressent beaucoup aussi aux amateurs. J'ai l'impression, des fois, et même, les amateurs ils ont plus de visibilité que les professionnels, limite, tu vois. Ils passent sur RMC Sport, ils passent sur Canal+, ils passent sur tout. Alors que tu as des professionnels qui sont là, qui sont des 10-15 combats, qui vraiment un truc, eux, on ne s'intéresse pas à eux. Et c'est comme ça, c'est dommage. Les médias, ils s'intéressent toujours aux combattants qui intéressent tout le monde. On parle toujours des mêmes. Tu vois, je ne vais pas les citer parce que tout le monde les connaît. Il y a 5, 6, 7 combattants dans le MMA. On parle toujours d'eux. Et dès qu'un média sort un truc sur ce média, tu vas voir les 5-6 médias, ils ressortent la même photo, le même truc sur eux. Tu vois, en fait, ils se suivent. Même les médias entre eux, ils regardent ce qu'un tel il fait, et ils repostent la même chose. Tu vois. Et c'est comme ça, et c'est dommage, parce qu'il y a des combattants qui ont du talent, où on a besoin de mettre de la lumière sur eux, parce qu'ils sont vraiment forts. Et ces combattants-là, des fois, ils restent dans l'ombre, et on n'en parle pas, tu vois. Tu penses que ça changera au niveau de la médiatisation des combattants? Ça, je sais pas, mais moi, ce que je dis, c'est que faut qu'on soit à un moment aussi nos propres médias, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut qu'on communique nous sur nous, si on a des amis aussi qui sont connus, qui communiquent sur nous, et il faut pas non plus attendre les médias de MMA. Tu sais que si tu t'entraînes bien, tu performes, tu combats, ils vont venir tout seuls, tu vois. Ouais. C'est normal, tu vois. Après, on a la chance aussi des fois, je mets pas tous les médias dans le même sac, bien sûr. Il y a des médias qui sortent un peu du lot, qui s'intéressent un peu à tout le monde, tu vois. Mais sinon, quand je parle de la plupart des médias MMA, c'est toujours les mêmes, tu vois. Quand tu as un média de MMA, tu dois parler de tout. Tu ne dois pas parler que de la même chose, tu vois, ou que des choses qui intéressent les gens. Est-ce que tu regrettes, toi, tu nous as dit que tu as commencé le MMA à 27 ans? Ouais. Est-ce que tu regrettes d'avoir commencé un peu trop tard, entre guillemets, face à tous ces jeunes qui arrivent à 18, 19, 20 ans et qui sont déjà surexposés? Non, je regrette pas, parce que moi, je suis pas non plus jaloux. Hein. Au contraire, je suis content pour eux. Je suis content pour ces jeunes, ils ont de la chance. Nous, quand on était jeunes, c'était pas exposé comme ça. Et moi, c'est vrai que j'ai commencé tard j'aurais pu commencer plus tôt. Mais moi, à la base, j'étais pas dans le MMA, moi j'étais dans le grappling. Moi, mon sport, c'était le grappling. Moi, quand j'étais jeune, le sport que je kiffais, c'était le grappling. C'est ce qui a fait que j'ai commencé tard, un peu plus tard le MMA, tu vois. Pour finir, Wissem, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ta carrière et même au niveau personnel? Bah écoute, une longue carrière déjà, sans blessure, c'est le plus important, la santé avant tout. Ensuite, beaucoup de victoires, c'est le but. Gagner mon combat le 16 mai, déjà, c'est la prochaine étape, on va se concentrer dessus. Et voilà, après sinon que du love, que du plaisir, et voilà, kiffer, profiter, et puis c'est tout, faire kiffer nos proches, c'est tout. Un prono pour le 16 mai? Pour le 16 mai, je dirais une victoire au deuxième round. Soyez présents le 16 mai prochain pour suivre Wissem Armouche en co-main event de la restreinte avec le retour de Baki évidemment. N'hésitez pas à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos et on vous dit à plus tard. Ciao.